Vous écoutez Francophone Down Under et je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Bienvenue dans cet épisode hors série un peu spécial. C'est une petite surprise que je vous prépare dans le cadre d'un challenge de podcasteurs auquel je participe, le challenge cross-promo de EcoFactory et Ocha. Je vous explique. Je fais partie d'une communauté en ligne de podcasteurs orchestrée par Anne-Claire de EcoFactory. Et elle a organisé un challenge pour nous pousser à nous dépasser et à publier un épisode croisé avec un autre podcasteur. J'ai donc été matchée au hasard avec Grace du podcast Tes objectifs personnels. Grace est, entre autres, coach en mindset et réalisation d'objectifs. Au début, on s'est demandé ce qu'on allait bien pouvoir trouver pour apporter de la valeur à nos auditeurs respectifs. Je vous laisse découvrir le résultat dans cet épisode hors série tout chaud. Bonne écoute! Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode que j'enregistre dans le cadre du challenge cross-promo organisé par EcoFactory et Ocha. Et donc, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai avec moi Grace. Bonjour à tous. Bonjour Grace. Donc j'ai oublié de préciser, si vous m'écoutez sur mon channel, vous écoutez Francophone Down Under, et si vous écoutez sur le podcast de Grace, vous écoutez le top. C'est tes objectifs personnels. Donc il y a un petit jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez saisi, T-O-P. Tes objectifs personnels sont top. Moi je trouve ça top. C'est génial, on adore. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu impromptu. Avec Grace, on s'est retrouvés ensemble dans ce challenge et on s'est découvert un point commun qui est que nous avons toutes les deux des enfants bilingues. Exactement. Nous avons été dans le cadre de ce challenge, donc on a été matchés. Et c'est un match complètement blind matching, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait sur qui on tombe. Et quand on a reçu les profils de l'une de l'autre, on a eu la même réflexion de oh là là, mais qu'est-ce qu'on veut se dire. Et comme on y va, nous, on est à fond. On a Voilà. connecté, on a échangé, et puis il s'est avéré qu'on avait ce point commun des petits bilingues. Et je pense que ça va être un peu le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de lier donc les petits bilingues au mindset et au fait que c'est un véritable projet d'élever un enfant bilingue. Absolument. Grâce, comme toi, tu es spécialiste du mindset. Peut-être que tu auras des petits conseils à nous donner pour pour avancer en tout cas vers nos objectifs et réaliser le projet d'élever un enfant bilingue. Absolument. Mais peut-être que pour commencer, on peut poser les bases, parler un petit peu de nos petits foyers et comment ça se fait qu'on ait des petits bilingues à la maison. Toi, Sophie, dans combien de langues est-ce que tu as et où est-ce que tu es basée physiquement? Alors, nous, ma famille et moi, nous sommes à Melbourne en Australie et nous parlons seulement deux langues. Et je dis seulement parce que je sais que certaines personnes en parlent beaucoup plus et je suis toujours extrêmement impressionnée. Mon partenaire et moi, nous sommes tous les deux français. Et mon fils donc parle français à la maison. Et par contre, comme il est élevé en Australie, bien entendu, il parle anglais et il a aussi la grande chance d'aller dans une école bilingue. Donc il apprend le français et l'anglais en même temps à l'école. Franchement, c'est super. Donc nous sommes basés. Moi, je suis basée à Paris. Oui. Et donc dans mon foyer, nous avons 3 langues. Mon conjoint étant néerlandais, et je pourrais même dire 4. Enfin, ouais, après ça devient trop compliqué. Donc je choisis que ce soit 3.
Donc, mon conjoint est néerlandais et donc il parle donc néerlandais de base. Dans sa région, il y a un patois qui s'appelle le Maastricht. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Pardon pour les franco-néerlandais de Maastricht. Pardon pour si j'ai écorché le mot. Et donc on a le français donc de mon côté et l'anglais en fait la langue qui unit en fait nos deux communautés qui sont assez internationales. Donc voilà, on a 3 langues à la maison. D'accord. Et toi, tu parles les 3 langues? Alors Le moi j'ai français, visiblement, oui. oui, alors je parle français et anglais. Le néerlandais très très peu. Bien sûr, à force, je comprends un petit peu. En fait, la particularité quand on va aux Pays-Bas et quand on est dans la famille, donc dans ma belle famille, c'est qu'ils parlent donc le Maastricht, qui est donc une langue qui est différente, bien différente du néerlandais, parce que aux Pays-Bas il y a beaucoup de petites langues de différentes régions aussi, comme des patois. Et donc c'est vrai D'accord. que c'est un vrai challenge d'apprendre le néerlandais et d'y aller, d'avoir une autre langue, d'entendre une autre langue. Mon cerveau, il fait des ronds et des ronds et des ronds et des courts-circuits. Mais c'est une belle expérience parce que du coup, c'est un bel exercice pour le cerveau. Ça garde le cerveau réveillé. Bien vif. Et donc, ton petit, lui, qu'est-ce qu'il parle? Alors, qu'est-ce qu'il parle? Il parle assez souvent français, donc c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants, ils prennent la langue de la maman en premier. Donc, il parle beaucoup français. Ensuite, il comprend le néerlandais. Il dit quelques mots, mais pour l'instant, il mélange un petit peu. Il a 3 ans. Et l'anglais, en fait, donc mon fils, il a 3 cours, il a 3 écoles. Il a une école normale en France, il a une école, l'école internationale néerlandaise, et bah, il a le British Council pour l'anglais. Ça commence fort, D'accord. sa petite vie. Mais c'est fantastique d'avoir toutes ces écoles, d'avoir accès à toutes ces écoles différentes. Mm. C'est pas quelque chose de courant en France d'avoir accès à des écoles internationales comme ça. Bah oui, je dois dire qu'on a de la chance. On a de la chance. C'est bien sûr, ça fait quand je parle de l'expérience en fait d'avoir un petit bilingue, ça fait courir, ça me fait courir. Après, parce que c'est surtout moi qui m'en occupe, étant donné que mon conjoint il est souvent en déplacement. Mais je me dis aussi que c'est sur une période courte. En tout cas, je pense qu'il a, allez, on va dire encore 2 ans pour pouvoir fixer la langue, au moins au niveau compréhension. C'est l'idée que j'en ai. Après, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, effectivement, les enfants quand ils apprennent une langue ou 2 langues en même temps, ils vont apprendre la langue de manière native, donc jusqu'à à peu près 5 ans. On est dans l'apprentissage de la langue. Par contre, après, malheureusement, ça veut pas dire que on peut tout arrêter et que ça va rester à vie. Si tu as appris d'autres langues étrangères à l'école que tu n'as jamais parlé de ta vie, tu comprends ce que je veux dire. Si on parle pas une langue, on l'oublie malheureusement. Donc, il va falloir a priori continuer les efforts, mais effectivement, c'est plus. J'imagine que déjà tu vas moins courir entre les écoles maternelles. Passé un certain âge, on peut organiser des activités différentes. On peut leur mettre un livre entre les mains déjà au bout d'un moment. Mais c'est vrai que malheureusement, je suis désolée, les efforts vont pas pouvoir s'arrêter à 5 ans. C'est un travail de longue haleine. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que donc vous êtes un couple de francophones. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi? Parce que ton podcast, c'est vraiment sur le côté bilingue, l'aspect bilingue. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi? Quelle est l'idée? Quelle est la pensée qui soutient tout ça? Mais quand mon fils est né, en fait, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était une évidence que j'allais lui parler en français. Et comme on était tous les deux parents français dans le foyer, on s'est jamais vraiment posé la question si c'est normal. On se parlait en français, c'était notre langue.
Et c'est quand la question de l'école s'est posée, principalement, parce que bon, à l'extérieur, on parlait anglais, il allait à la crèche, où il était très très bien intégré en anglais sans aucun problème. Et en fait, c'est quand la question de l'école s'est posée, où on avait cette possibilité d'aller dans une école bilingue qui était vraiment assez près de chez nous, mais qui n'est pas notre école locale. Et là, je me suis dit, on peut pas abandonner le français. Et j'ai commencé à m'intéresser à la question du bilinguisme, effectivement, et je me suis rendu compte que si on n'entretenait pas le bilinguisme, il y avait des chances que ça disparaisse ou que ça devienne beaucoup plus difficile ensuite quand il rentrait à l'école. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'école bilingue, même si c'est un peu plus loin, que effectivement ça fait courir un peu plus. Mais parce que déjà parce que c'est mon identité, c'est aussi mon cœur de métier, encore en plus, puisque je suis prof de français. Mais voilà, pour moi, il a jamais été question que j'abandonne le français au profit d'une autre langue. Et il a jamais été question que mon fils me parle autrement qu'en français. Et puis ensuite, la question de la famille aussi, les grands-parents, ma mère. Parle pas un mot d'anglais. Pardon maman, je sais que tu vas écouter. Tu comprends bien l'anglais quand tu le lis, mais tu le parles pas, par exemple. Donc voilà, c'était juste, c'était difficilement concevable différemment en fait. Voilà, pour répondre à ta question. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu soulèves, c'est pertinent parce que je connais des amis qui ont justement un couple. Pour le coup, c'est un couple mixte, donc vivant dans un pays où la langue n'est pas le français. Les enfants ont complètement pris la langue locale et ne comprennent pas un mot de français. Et c'est vrai que on peut penser que ce soit acquis dans la mesure où vous comprenez anglais, votre fils peut complètement vous parler en anglais et vous répondre en français, hein, et ça peut s'installer en fait si on fait pas gaffe. Donc j'imagine que ça a été vraiment une histoire de mindset forte, de décider et de se dire que là le petit il a 8 ans. Oui, tout à fait. Donc je suppose que c'est une décision quotidienne, comme tu disais tout à l'heure, de tenir sur la langue et de tenir à ne pas oublier le français. Voilà, oui, c'est pas trop compliqué encore pour le moment parce que bon, on a déjà l'école bilingue, donc qui est moitié en français, moitié en anglais. On a un environnement qui est bilingue avec des gens qui sont références et qui parlent en français. Et puis, mais c'est vrai que je me retrouve de plus en plus souvent ces derniers temps à dire « Est-ce qu'on peut le dire en français, s'il vous plaît ?» Et j'ai parlé avec beaucoup de parents, un certain nombre de parents qui ont des enfants plus âgés, et on me dit toujours que effectivement, plus les enfants grandissent et plus ça doit être un effort conscient de la part des parents de réclamer le français. J'aime beaucoup ce que tu dis sur le effort conscient en fait de la part des parents, et je pense que c'est vraiment l'histoire dans toute la vie. Moi, dans mon podcast, je parle beaucoup des objectifs personnels, et à un moment donné, on fixe toujours un objectif. On se décide que, allez, dans ma famille, typiquement mon cas, dans ma famille, j'aimerais que Nathan soit confortable pour le néerlandais et l'anglais. Tous les Néerlandais, quasiment tous les Néerlandais aux Pays-Bas parlent à la fois néerlandais et anglais. C'est comme c'est des langues maternelles quasiment là-bas. D'accord. Et c'est vraiment être en conscience tous les jours. Chez moi, tous les matins, Nathan, il écoute du néerlandais au moins 10 minutes. Tous les soirs, il écoute de l'anglais au moins 10 minutes. Et il n'est pas conscient, en fait, de ce que ça représente comme geste de prendre l'iPad et de lui mettre, quel que soit ce qu'il est en train de faire, de lui mettre la langue pour qu'il écoute tous les jours. Mais c'est vraiment une décision consciente. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Une décision consciente de je voudrais atteindre cet objectif au travers de mon fils. Je voudrais l'aider dans son inconscience parce qu'il est petit, hein. Aller vers cet objectif-là. Et c'est ça vraiment, c'est comme dans le quotidien. En fait, on n'y arrive pas si on n'en est pas conscient et si on n'est pas éveillé. Ah, c'est ça que j'aimerais réaliser, en fait. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Et je me faisais la réflexion que donc toi, c'est ton mari qui est néerlandais. Je trouve ça fantastique, et c'est les études
montre que c'est hyper important que le conjoint supporte le projet de bilinguisme, que ça ne repose pas que sur un seul parent, même si le conjoint ne parle pas nécessairement la langue ou pas très bien. Mais il faut pas que ce soit un seul parent isolé, parce qu'effectivement, c'est là où la langue va mourir dans la famille. Et c'est une chance incroyable pour ton petit que toi, tu te retrouves à soutenir aussi ce projet et à travailler vers ses objectifs, et même si lui s'en rend pas compte, parce que c'est nécessaire pour maintenir la langue de manière positive dans la famille, effectivement. Et je pense que ça, je te remercie, et je pense que c'est vraiment important. Et là où le fait pour moi d'être d'accompagner en fait les gens de différentes manières, de coacher des gens pour leurs objectifs, etc., m'aide dans ce sens. C'est comme je disais tout à l'heure, j'ai un conjoint qui est souvent, quasiment toutes les semaines, absent. Et c'est lui qui a la langue qui n'est pas notre langue native. On vit en France, on parle français partout. C'est lui en fait qui a cette plus grosse partie. Moi, finalement, je peux pas. Des fois, mon fils, il me dit des choses en néerlandais, mais j'ai aucune idée de ce qu'il raconte. De ce qu'il dit. Mon fils en français parfois aussi. C'est ça, et je me dis, oh mon Dieu. Mais c'est une autre histoire. Ouais. Alors, mais oui, Et je lui dis, ok, tu le dis à papa, n'est-ce pas? Tu vas le dire à papa. Papa, il va comprendre ce que tu dis. Et pour moi, ça me demande un effort vraiment de me focaliser, de garder ma cible devant moi et de dire que l'approche que je dois avoir, même vis-à-vis de Louis, de mon enfant, c'est de l'élever vers l'encourager. C'est très bien. Et de continuer à l'encourager, disant, tu sais, papa, il va rentrer demain, tu pourras lui dire. Et ça me demande vraiment cet effort-là de la persévérance. Je pense que c'est vraiment le mot, la persévérance, et de se dire que c'est un travail, comme on dit souvent dans la vie, beaucoup de choses sont un marathon et pas une course de vitesse. Et j'ai vraiment l'occasion de le vivre en fait au quotidien, en tout cas au travers de mon fils et au travers c'est un défi commun. Mais pour l'instant, je suis la plus consciente et j'ai pas toutes les armes. Puisque mon mari y en a, je sais pas moi, 95%. Oui. Et il n'est pas présent, mais... ou peu. Donc pour moi, c'est vraiment, ça me demande encore, ça m'aide beaucoup d'être moi-même dans ce développement personnel je suis une coach, j'accompagne les gens, et comment est-ce que moi je l'applique quotidiennement, et ça m'aide beaucoup, les choses se mettent ensemble de cette manière-là. Oui, je vois. Mais finalement, peut-être que tu n'es pas une partie si négligeable, puisque tu es le moteur. Mine de rien, c'est toi qui continue de faire avancer la machine, même si ton conjoint est absent. C'est toi qui continue, qui pousse et qui fait avancer la machine du bilinguisme. Donc, tu as un rôle très, très important aussi. Oui, je me dis que ma part compte. Quelle qu'elle soit, je mesure pas vraiment, parce que je considère, non, j'aime toujours dire que nous, on est une équipe, notre famille, on est une équipe tous ensemble, et il y a des moments où il y en a qui jouent un peu plus que l'autre, et etc., etc. Donc, je le prends dans ce sens-là, et je dis, je fais ma part, et je le fais avec joie. Et c'est encore une partie mindset de dire que c'est pas de la course, c'est un moment où j'ai l'opportunité de construire des souvenirs avec mon fils, et où dans quelques années on en parlera et on se dira, ah tu sais, l'autre fois on était en train de rentrer, on s'est dit qu'on allait prendre le bus, ensuite on est arrivé à l'arrêt bus, il y avait 45 minutes d'attente. On se dit, bah, tu sais quoi, on va prendre un taxi. Et on s'était installé dans la voiture, on a fait le tour de Paris, on a regardé les décorations de Noël, et je sais pas combien on a payé, mais au final, c'était un bon moment. Et tous ces petits souvenirs, en fait, qu'on peut construire ensemble autour de ça, au lieu de le vivre comme, oh, il fait froid, on attend dehors, c'est nul, on a envie de rentrer. On a toujours le choix de comment est-ce qu'on veut voir, en fait, les choses, et je pense qu'on a vraiment la liberté, et on devrait la saisir, de voir le côté positif des choses. Ouais, tout à fait, oui, on peut choisir d'être misérable dans une situation, ou alors de faire avec ce qu'on a et d'essayer d'en tirer le meilleur parti. C'est pas toujours simple, mais c'est une très bonne compétence.
Et tu as trouvé le mot parfait tout à l'heure quand tu as dit c'est vraiment une conscience, être en pleine conscience de ça. C'est vraiment ça. J'avais une question qui me venait à l'esprit. Est-ce que tu t'es renseigné auprès de professionnels de la santé ou professionnels de l'éducation bilingue quand tu as lancé ton projet? Merci beaucoup pour ta question. C'est une bonne question. Non, je me suis pas renseignée je me suis pas renseignée pour une raison en fait. Encore une fois, je suis coach de formation entre autres, de faire des interventions dans des conférences, des choses comme ça. Mais je suis coach de formation et un des postulats en fait en coaching, c'est de dire que chaque être humain naît complet, avec toutes les ressources, tout le potentiel, tout en nous. Et j'ai pris le parti de dire, Nathan, il a la capacité d'apprendre plusieurs langues et de refuser de le limiter et de dire que c'est trop, oh peut-être le pauvre, etc. J'ai vraiment en conscience décidé d'aller contre tout ce qu'on a pu me dire, de dire oh non mais ça va être trop pour lui, oh le pauvre il va être perdu, oh il va pas parler vite, oh j'ai entendu tout ça. Donc tu as reçu des avis que tu n'avais pas sollicités et qui étaient pas les bons, effectivement, qui n'étaient pas des avis renseignés. Ouais. On reçoit toujours des avis qu'on les demande ou pas. Ça. Donc c'est ouais donc c'était vraiment encore une fois un choix conscient de dire que ok j'entends ce que vous dites mais ça c'est pas ma réalité. C'est pas la réalité de mon fils et je vais pas le laisser commencer sa vie avec des limitations. Donc on est parti comme ça et il s'éclate. Bien sûr au début c'était assez difficile pour lui parce que première année de maternelle, c'était assez difficile pour lui, de nouveaux amis, de nouvelles maîtresses, une nouvelle au début, mais maintenant c'est un grand changement pour tout le monde. Oui, pour moi aussi. Ça c'est et pas seulement les petits bilingues, même les petits enfants monolingues ont du mal donc. Ah oui, voilà, donc c'est pour ça je suppose que les gens qui donnaient leur avis étaient bien intentionnés. Oui. Mais bon, après chacun décide comment est-ce que sa maison, son foyer, chacun décide de comment est-ce qu'il veut son foyer fonctionne. Moi, c'était mon choix, j'ai entendu, mais voilà, j'ai décidé à la fin. Et toi alors, du coup, parce que toi, tu es aussi une professionnelle, professeure de français, je suppose que tu n'as pas que des enfants francophones, il y a peut-être d'autres. Comment est-ce que tu le vis en tant que professionnelle du coup de la langue? Donc moi effectivement j'enseigne à la base, même encore maintenant en fait, en général à des anglophones qui apprennent le français et même principalement à un public d'adultes, pas nécessairement des enfants à la base. Et je suis vraiment tombée dans le bilinguisme par hasard parce que justement j'ai entendu les conseils qui disaient un peu tout et rien d'ailleurs, tout et son contraire. Et j'ai dit, moi j'aime bien aller au fond des choses, j'aime bien savoir pourquoi, comment, et je prends pas mes opinions sur Facebook pour faire de référence à personne. Et donc j'ai dit je vais aller creuser, je vais aller lire les livres professionnels, je vais aller me renseigner, lire des études, etc. Et voilà, et donc j'ai construit ma connaissance du bilinguisme que je partage au fur et à mesure que j'apprends. Mais effectivement, j'essaye toujours de baser, comment dire ça, comme tu disais, on est tous uniques et on prend tous des décisions qui sont les décisions qu'on doit prendre pour notre famille ou pour nous-mêmes, parce que effectivement, à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte. Mais j'essaye de prendre des décisions qui sont informées scientifiquement et pas des décisions en levant mon doigt mouillé, en fait. Voilà. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'effectivement, quand on s'écoute un peu soi-même, on se dit, et quand on regarde, parce que je me suis lancée sur le chemin, sans m'être renseignée dans la science, etc. Et finalement, toi comme moi, les décisions qu'on a prises au début, qui étaient des décisions viscérales, ça allait dans le sens de ce que aujourd'hui les études nous montrent sur l'apprentissage des langues et du bilinguisme précoce. Ouais.
Du coup, si toi, tu avais un conseil à donner aux parents de petits bilingues ou même à des adultes aujourd'hui qui se tâtent pour vers Eh une autre langue. ben, il est jamais trop tôt ou trop tard pour s'y mettre. J'adore. Et c'est, comme tu disais, c'est une course de fond, c'est clairement pas un sprint. Chaque petit pas compte. Il faut juste continuer de manière régulière. Et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin de faire des éclats. Mais si on a envie d'apprendre une langue, si on a envie d'avoir un enfant bilingue, il faut s'y mettre et il faut s'y tenir. Ah, c'est génial. C'est super. Et toi, est-ce que tu aurais quelque chose un conseil Alors moi, si j'avais un conseil à donner par rapport à typiquement mon cas, donc avoir un enfant bilingue et le chemin vers ça, je vais revenir en fait sur ce que j'enseigne en fait dans mes formations, de dire que il faut que l'objectif soit clair. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc déjà pouvoir le worder clairement. Ce que je veux, c'est que Nathan puisse parler français, anglais, néerlandais couramment. Ensuite, la deuxième chose que je te conseillerais, c'est de l'écrire en fait. C'est de l'écrire et quand on fait ce pas-là d'écrire notre objectif, tout de suite ça le rend visible en fait. On peut le toucher, on peut le manipuler. C'est la première étape de la création. Ensuite, il faut se donner un horizon temps. Moi, je me suis dit, ok, très bien, j'accompagne Nathan. On est dans une année scolaire. L'année scolaire a une certaine cadence et je suis prête psychologiquement à être dans cette cadence-là sur les 2-3 prochaines années. Je me suis dit, je l'inscris. Il n'est pas question qu'au milieu de l'année, je dise, oh, j'ai plus envie, oh, ça me fatigue et tout. Donc, j'ai mis un objectif mesurable. Et ensuite, je me suis dit, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse concrètement au quotidien pour m'avancer vers cet objectif mesurable? J'ai identifié, ok, très bien, il faut que donc l'inscription dans les écoles, il faut qu'il y ait des petits copains, des amis avec lesquels il peut jouer. Ça veut dire qu'il faudra que je sois plus intentionnelle sur le temps que je vais passer avec les enfants, donc avec les parents. Toutes ces choses-là, en fait, je les ai identifiées et ensuite, j'ai tout de suite décidé, ok, quel est le prochain pas? Quand j'ai eu ma liste de, ok, il faut que je fasse tout ça, tout de suite j'ai identifié, ok, quelle est une chose que je vais faire tous les jours pour me garder dans le rythme. Et la chose typiquement que je fais tous les jours, c'est d'écouter du néerlandais, que ce soit des chansons. Là, on est dans une période de Noël, d'écouter des chansons en néerlandais, c'est assez rigolo. Et à chaque fois quand il y a des parents au cours de néerlandais qui disent oui, ils ont des traditions qui sont un peu différentes de nos traditions en France, où ils fêtent le Noël le 5 décembre, le 5 ou le 6 décembre. C'est là que les enfants reçoivent des cadeaux. Donc avant, ils ont toute une histoire avec Saint-Nicolas, non? C'est ça, C'est ça? avec Ouais. c'est ça, avec Saint-Nicolas qui est enfin arrivé dans son bateau, qui vient d'Espagne. Ouais, il y a toute une histoire. Et c'est tout ça, tout ce que les parents ont mis en place, les parents de l'école ont mis en place pour célébrer tout ça, c'est de intentionnellement m'engager à ce que Nathan en fasse partie. Et donc, c'est des petites actions comme ça tous les jours, écouter de la musique. Donc, il a été chez des copains, il a regardé le journal de Saint-Nicolas. Tous les jours, il y a un petit journal de Saint-Nicolas. Je comprends pas tout ce qui est dit, mais c'est d'être là, en fait, dans l'action et de garder le momentum. Et c'est c'est vraiment très, très simple. Donc, être au clair sur son objectif, l'écrire, c'est important. Être une composante temps, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut être mesurable, ça permet qu'il soit spécifique, qu'il soit clair. Et quatrième point, lister tout ce qu'il va falloir être fait. Est-ce qu'il va avoir des stages, mais lister tout en bataille sans dire, oh, ça je fais pas, ça c'est lourd, ah, ça je pourrais pas. Et cinquième étape, choisir, ok, je commence par quoi? Et commencer vraiment. Le nombre de personnes qui disent, bon, je vais, et qui font jamais. Je suis coupable. Moi aussi, de temps en temps, je dois dire. Surtout quand il s'agit de la vaisselle ou du ménage. Oh mon Dieu, ces trucs ingrats. Et voilà, donc ce serait ça mon conseil, si j'avais un conseil à donner. Donc, petite étape toute simple.
et qui est applicable dans tout, dans tout, dans tout. D'ailleurs, j'ai un petit document que je donne gratuitement aux personnes que ça intéresse. Je vais essayer de mettre le lien d'ailleurs disponible soit dans le podcast là en bas, soit sur mon Instagram, donc grâceblom-blom, c'est la même chose. Alors vous pourrez avoir ça, comme ça vous allez avoir mon petit fill in the blank document pour tous les objectifs que vous pouvez avoir. Ça marche pour tout. Et génial, et ben je le mettrai aussi dans les notes de l'épisode de mon côté, comme ça vous aurez accès au petit outil de Grâce. Donc génial. Voilà, pendant qu'on termine cet épisode, peut-être je me demandais qu'est-ce que tu vas faire toi? On est dans la période de Noël. C'est quoi la tradition à Melbourne? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à votre situation familiale que vous faites depuis que vous êtes une famille multilingue? Eh ben, alors à Melbourne, c'est l'été, donc là on s'en va à grands pas vers les vacances d'été qui vont durer 6 semaines. Donc en fait, on couple les grandes vacances avec les fêtes de Noël. Ça veut dire que l'Australie s'arrête de vivre entre Noël et le jour de l'an. Enfin, l'Australie corporate, en tout cas. Il n'y a pas un bureau d'ouvert. Et alors, ce qui est hyper appréciable, c'est que comme c'est l'été, on peut se réunir à l'extérieur. Donc, c'est un moment où, à partir de là, maintenant, on va avoir pique-nique sur pique-nique. Bon, si la météo se réveille, parce qu'en ce moment c'est pas incroyable, mais voilà, on fait des barbecues, des pique-niques, on se retrouve, on fait des fêtes de Noël avec les amis, les collègues, avec l'école, avec tout le monde. Je crois que ça c'est la meilleure tradition australienne pour moi, c'est se réunir dans un parc autour d'un barbecue avec des amis. Oh, ça donne envie. Et c'est voilà l'avantage de pouvoir profiter de l'extérieur dans cette période festive. Et nous, en bon français, en général, on fait des stocks de saucissons et de fromage, hein, et on amène ça au pique-nique. Oh mon Dieu, bah oui. Ça passe bien. Ah ouais, c'est génial. Ça donne envie d'y être. En tout cas, nous ici, il fait froid. Ça fait une semaine qu'on a eu pluie non-stop. Là, ça s'est arrêté. Hier, on a eu un petit soleil. Aujourd'hui, bon, c'est comme ci, comme ça. Mais bon, on a des décorations de Noël qui apparaissent partout dans la ville et tout. Donc, c'est très agréable. Et c'est un temps aussi où on se recentre un peu aussi dans la famille. Donc, voilà. On va dire que la nature est bien faite. On a besoin de chaque période de l'année. Donc, exactement. Et il faut savoir apprécier chaque période pour ce qu'elle est. Absolument, absolument. Donc, c'était un vrai plaisir, Sophie, d'enregistrer ce podcast ensemble. Je pense qu'on a encore plein de choses à se dire, donc on pourra réitérer. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait en refaire. Je pense qu'on a encore plein de choses à se dire et à apporter à nos auditeurs respectifs. Ouais. Mais merci Eco Factory et Ocha, parce que c'était une très très belle rencontre et qu'on aurait clairement on se serait pas rencontrés. Ou alors peut-être vraiment par hasard. Ah ouais, parce que quand même Melbourne et Paris, il faut le faire quand même. Et puis aussi d'avoir une famille, des foyers multilingues. Franchement, c'est la nature et l'univers fait bien les choses. Donc moi, c'était un plaisir et voilà, j'espère que à nos auditeurs, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, de dire que tout ce qu'on a comme défi devant nous peut s'avérer être une véritable opportunité. Il faut pas juste regarder la situation et se dire ah non, ça va jamais marcher. Si on avait fait ça avec Sophie, on serait pas là dans ce podcast. Donc on s'est dit clairement pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va aller voir. Garder cette âme d'enfant. Ouais, c'est ça. Et on est reconnaissant d'avoir enregistré ce podcast ensemble. Donc je te laisse le mot de la fin, Sophie. Eh ben, merci. Je crois que j'aurais pas dit mieux. Je suis extrêmement reconnaissante. Et je crois qu'il est temps de dire au revoir à tout le monde. Moi, je vais aller me coucher. Oui, parce qu'il est presque 22h chez toi. Ou plus. Voilà. Alors 22h tout pile.
et il est midi ici. Donc, c'est parfait. Voilà, l'heure du déjeuner. Voilà. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Sophie pour recevoir toutes ces épopées de Melbourne, de la française à Melbourne, en plus qui travaille sur le bilinguisme. Et donc, nous allons mettre toutes les informations dans le commentaire. Et moi, je vous dis au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode, hein, Sophie? Exactement. Je l'aurais pas dit mieux. Ciao. Et au revoir, salut. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous trouverez tous les détails de Grace dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller lui faire coucou, ça lui fera plaisir. Et venez sur Instagram ou Facebook, ou même par mail, me dire ce que vous avez pensé de ce format différent. Je vous retrouve lundi prochain, et oui, 3 épisodes en 3 semaines. Bye!